Bonjour à tous, bienvenue ici sur le centre du Comité 21 pour cet événement parallèle sur l'état de la Méditerranée en transition et les défis de la mise en œuvre sur cet espace méditerranéen. Cet événement il est animé par Énergie 2050, qui est une association basée en France mais active dans une trentaine de pays, avec des projets concrets dans une trentaine de pays et plus de 60 nationalités représentées. Et c'est une association qui intervient de façon très transversale sur les thématiques du changement climatique, du développement durable, avec donc cette approche multisectorielle, multi-acteurs, où on essaye de fédérer un peu tout le monde pour mettre en œuvre cette transition. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une région en particulier, qui est la Méditerranée. On aura plusieurs aspects en fait de cette transition, des aspects un peu économiques, des aspects un peu aussi sur cette approche multi-acteurs qu'on doit avoir, donc de toi Sarah, et sur une approche un peu plus technique sur le bâtiment. Je propose peut-être de commencer avec toi Stéphane, sur le volet économique, si c'est ça. Alors, merci Guillaume. Je suis Stéphane Kefelec, je suis membre du conseil d'administration d'Énergie 2050, économiste. Ouais, l'idée c'était dans cette table ronde ou dans cette intervention de donner un petit cadrage d'ordre économique et d'ordre prospectif, en essayant de le rattacher à ce dont on va parler quand même plus dans le détail, parce que moi je vais être quand même assez macro, mais on va pouvoir rattacher ces questions macro aux questions plus de développement micro et de développement territorial, je pense. Ou en tous les cas, je vais essayer d'aller dans ce sens. La Méditerranée, bon, quand on parle du changement climatique, on a une zone qui est hyper vulnérable, hyper impactée. Ça, tout le monde le sait, on appelle ça un hotspot. Dans un rapport qu'on a publié avant-hier, qui est en fait un enrichissement d'un rapport qui avait été publié pour la MEDCOP de Tanger, on l'a enrichi ce rapport avec une dimension plus économique justement. Et on a eu une contribution du réseau FEMIS, donc un réseau de centres de recherche en sciences économiques autour de la Méditerranée, qui est revenu sur un certain nombre de résultats qu'ils ont obtenus dans un certain nombre d'études. Une étude qui peut vraiment illustrer la vulnérabilité de la région, c'est celle qui donne des résultats sur le coût économique du changement climatique. Le résultat qu'ils ont obtenu, il est assez simple et parlant, c'est que associé à 1 degré Celsius d'augmentation de température, la diminution du PIB par habitant est de 8% en moyenne dans les pays de la rive sud. Donc plus 1 degré Celsius en température donne moins 8% de PIB par habitant sur la rive sud de la Méditerranée. C'est une illustration d'impact, avec des grandes différences selon les pays. Le pays étant le plus impacté serait l'Égypte, avec 17% de diminution du PIB par tête. Alors, ça c'est évidemment pour donner une idée du coût du changement climatique, mais pour être positif, ce rapport il regarde aussi un certain nombre d'opportunités qui se présentent, quoi. Et d'opportunités qui se présentent dans le contexte actuel. Parce que le contexte économique actuel en Méditerranée, évidemment, il est très compliqué, avec toute l'instabilité socio-économique qui résulte des années passées, en particulier du printemps arabe. Tout n'est pas réglé, bien entendu. À ceci est venue s'ajouter la crise internationale financière de 2009, avec une diminution du commerce de biens, bien entendu, mais aussi du commerce de services, et en particulier du tourisme, ce qui a fait plonger la croissance économique dans les pays de façon considérable. En gros, on avait dans le début des années 2000 jusqu'à 2010 environ un petit peu moins de 3% de croissance économique. Et après 2000 jusqu'à aujourd'hui, on est à un tout petit peu au-dessus de 0,3% en moyenne. Donc évidemment, c'est très faible. L'écart entre le nord et le sud ne fait que se creuser, quoi. L'aspect vraiment, je dirais, positif qui reste de cette après-crise qu'on observe aujourd'hui, et si on veut le relier en tous les cas à nos questions d'économie verte et de changement climatique, si on regarde la reprise des investissements directs étrangers, eh bien c'est que un secteur marque une reprise plus rapide et a eu disons, une diminution moins forte que les autres secteurs après la crise, c'est celui des énergies renouvelables. En fait, c'est même le seul secteur qui, en termes d'investissement direct étranger, qui croît
significativement depuis 2009, 2009-2010. Alors de là à dire que ce sont les investissements dans le domaine de l'économie verte qui vont sortir les pays de la rive sud de la crise, bon, on peut en débattre parce qu'il n'y a pas que évidemment ces aspects-là. Il faut aussi prendre en compte la reprise du commerce et la reconstruction. Mais je voudrais rajouter cet aspect, je voudrais aussi raccrocher, je veux dire, ce qui se passe aujourd'hui en termes de climat avec ce qu'on voit dans les objectifs de développement durable et en particulier les objectifs en termes de croissance. Parce qu'il y a un objectif en termes de croissance économique et d'emploi. Ici, évidemment, l'un des grands défis, j'ai déjà dit pour les pays de la rive sud, c'est le maintien de la stabilité macroéconomique, d'une part, et l'autre grand défi, c'est celui qui va avec la démographie et la création d'emplois, qui est évidemment très relié à la croissance économique. Mais si on regarde l'objectif, je crois que c'est l'objectif 2 ou 3 des ODD, donc de l'agenda 2030, ils souhaitent une croissance inclusive. La croissance inclusive, c'est justement, des fois, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Inclusive, ça veut dire une croissance qui se répartit sur les territoires, et c'est là qu'on va pouvoir se raccrocher à ce que vous allez dire, et dont les fruits bénéficient à l'ensemble de la population. Parce que finalement, c'est aussi une des causes de la crise qu'on a eue, ou du déclenchement du printemps arabe. Bon, il y avait une volonté de la part de la société civile d'aller vers plus de démocratie, mais il y a aussi un problème très net, c'est que la croissance n'a pas été assez inclusive. C'est-à-dire qu'il y a eu un pan de population éduquée et formée qui a bien bénéficié de la croissance et de l'ouverture, et des territoires particuliers, en particulier les grandes villes. Et le reste de la population et des territoires n'en ont pas bénéficié à la même hauteur. Ça fait partie des déclencheurs du printemps arabe, tous ces éléments-là. Bon, je pense que... Merci. On change de micro. Alors on prend les deux micros. Je pense que Guillaume, je pourrais peut-être revenir après, mais je pense que j'en ai dit assez. Et je pense que l'inclusivité de la croissance va raccrocher directement, se raccroche directement à vos sujets, Merci beaucoup Stéphane. Alors juste pour faire un petit, pour enchaîner, mais je pense que tu as souligné plusieurs points importants. C'est déjà les impacts économiques aussi du changement climatique. Et on sait que le changement climatique, c'est pas une question juste d'environnement, mais c'est un certain nombre d'impacts sur l'économie. Tu as souligné également le fait que le changement climatique, ça exacerbe également certaines tensions, tout ce qui est le côté inclusivité de la croissance. Donc, mais c'est également, aujourd'hui, on a des opportunités énormes en termes économiques de se développer tout en prenant en compte cette contrainte climatique. On a énormément d'opportunités, notamment tu as cité les énergies renouvelables. On verra également dans le domaine du bâtiment un peu tout ce qui existe. Voilà, donc je pense que c'était essentiel de faire ce point, justement ce lien entre l'économie et le changement climatique sur la zone méditerranéenne. Tu as cité également le rapport qui a été publié il y a 2 jours, qui a été rédigé par Énergie 2050 en collaboration avec le Plan Bleu et le FEMIS. Et ce rapport qui avait été originellement rédigé pour la Medcop à Tanger, mais notamment en avant que la Méditerranée est un point chaud du changement climatique, mais également qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément d'actions, et que ces actions aujourd'hui elles ont besoin d'être fédérées dans un agenda commun. Ces actions notamment des acteurs non étatiques, la société civile, les gouvernements locaux, etc. Et ce besoin d'être fédéré, qui avait été souligné à la Medcop, c'est également un peu le travail du comité 21 finalement. Donc si tu peux nous faire un retour, Sarah, sur un peu vos actions et comment ça rentre dans le cadre de la transition en Méditerranée. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous au comité 21, ça fait plus de 20 ans qu'on pense que pour mettre en œuvre de façon opérationnelle le développement durable, on doit mettre en action l'ensemble des acteurs des territoires en synergie avec l'action étatique aussi. Donc il n'y a pas d'un côté les États, de l'autre les acteurs non étatiques. Il faut véritablement que tout le monde rame dans le même sens. À la fois les lois cadres que délivrent les États et aussi qu'ils soient aussi en corrélation avec une vision des gouvernements locaux, que les différentes strates de politique finalement s'imbriquent bien, avec aussi les acteurs économiques, les acteurs financiers,
avec les associations, avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur. C'est l'ensemble de ces composantes, de ces acteurs de ces territoires que nous, au Comité 21, on fédère, donc comme je le disais, depuis plus de 20 ans, pour qu'ils puissent se parler. D'abord qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent se parler, pour qu'à la fois, par exemple, on est en train de mener une étude au Comité 21 qui est très intéressante sur comment les politiques publiques locales des collectivités territoriales favorisent ou non le développement de la RSE dans les entreprises de leur territoire. Et là, on croise véritablement le projet politique de la collectivité avec une stratégie de développement durable des entreprises. Je suis désolée, on arrive à la fin de la COP. Je suis un peu aphone, heureusement qu'il y a des micros. Finalement, donc, nous, on a été un peu précurseurs sur ces approches multi-acteurs parce qu'on a été créé en 95 et dès 95, on a mis toutes ces composantes autour de la table. Mais il s'est imposé ce point de vue. Il s'est imposé, on le voit bien, non seulement avec le développement des COP. Moi, j'ai commencé les COP finalement à Lima en 2014, à la COP 20. Il y avait déjà une forte participation de la société civile, tout simplement en se rendant compte que si les États et l'ONU fixent des caps, qui va véritablement les mettre en œuvre, les réaliser? Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas le gouvernement de l'agriculture qui va mettre en œuvre l'adaptation de l'agriculture. Ce gouvernement va rentrer chez lui après les COP et va mettre en place des systèmes législatifs qui favorisent, mais c'est véritablement les agriculteurs, les syndicats agricoles qui vont mettre en œuvre. Donc, dans le système de l'ONU, on s'en rend compte de plus en plus. Je pense qu'il y a un véritable basculement avec l'ère de Ban Ki-moon, qui a été extrêmement proche, extrêmement actif pour la reconnaissance du rôle des collectivités territoriales. On n'avait jamais eu un secrétaire général de l'ONU aussi proactif là-dessus, avec vraiment des déclarations politiques très claires dans le sens de 80% de la mise en œuvre des ODD ou de l'agenda urbain qui est issu de Habitat 3 ou du nouveau traité de l'accord de Paris. Ce seront les acteurs non étatiques dans leur globalité qui vont le faire. En France, 70% de l'investissement est engagé par les collectivités territoriales. Donc là, on est vraiment sur... Donc il y a une vraie reconnaissance. Il y a une vraie reconnaissance aussi dans les ODD. Les ODD, ils sont au nombre de 17. Il y en a 16 qui sont thématiques. Le 17e, il est dédié au partenariat multi-acteurs, en fait, finalement, à la méthode de mise en œuvre des 16 autres ODD. Donc là, on a aussi véritablement une reconnaissance. Et puis, tout simplement, on ne peut pas imaginer des politiques, qu'elles soient nationales ou locales, d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique, sans avoir un regard, une consultation forte des scientifiques. Ce serait complètement absurde de faire des politiques sans inclure des scientifiques pour faire les choses correctement, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le travail du Comité 21. On est très actifs sur les COP depuis finalement la COP 21, où on a essayé de montrer que les acteurs non étatiques étaient très forts. Pour ça, on a loué le Grand Palais. On a organisé une sorte d'exposition universelle des solutions pour le climat, en montrant que tout le monde se bouge et que maintenant le grand défi, parce qu'on le voit bien aussi ici, la zone verte est extrêmement active, parfois un peu plus novatrice. Je trouve que la zone bleue, beaucoup moins institutionnelle, beaucoup plus dans le concret. Donc il y a une mise en mouvement, il y a des envies. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'on rame dans le même sens. Et ça, c'est peut-être un défi pour le futur. Et une dernière chose, un peu comme preuve que le multi-acteur est reconnu et que c'est la bonne méthode pour faire les choses, c'est que les deux grands rendez-vous pré-COP qui sont en train de s'imposer, c'est Climate Change et la Climate Change qui est le rendez-vous, le sommet international des acteurs non étatiques avant les COP pour adopter des positions communes et faire un bilan de l'action coalition par coalition. Donc ça c'est le premier sommet. Le deuxième sommet, il est sous-régional, c'est la MedCOP
Et ben, ces deux sommets, paradoxalement, enfin, pas justement non paradoxalement, sont multi-acteurs. Donc je crois que là, on a vraiment un grand défi devant nous pour faire en sorte que tout le monde se parle, se connaisse encore davantage et rame dans le même sens. Merci Sarah. Oui, tu parlais de la Medcop. Il y a un agenda des solutions qui est paru. Et effectivement, cet agenda des solutions, quand on souligne ce rôle du multi-acteur, ce rôle, cet agenda, il est justement fait pour fédérer justement l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit les autorités locales, que ce soit les régions aussi, parce que ça a été porté par la région de Tanger, vers des objectifs communs justement pour travailler dans le même sens. On rappellera juste au niveau général que l'accord de Paris a un chapitre qui est consacré aux entités, ce qu'ils appellent les entités non parties, le chapitre 5. On amène les entités justement non étatiques à renforcer leurs actions en faveur du climat. Et également que aujourd'hui les engagements qui ont été inclus par les États dans les CPDN, dans les contributions prévues déterminées au niveau national et qui sont devenus des CDN, ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour remplir les objectifs de l'accord de Paris, qui est du 2 degrés. Donc dans ce cadre-là, les entités non parties, les entités non étatiques, sont de toute façon amenées à jouer un rôle crucial justement pour l'atteinte de ces objectifs. Ouais. Est-ce que je peux essayer de le dire de façon un peu plus pédagogique ? Parce que les CPDN, les INCD, en gros, c'est la feuille de route État par État de l'engagement. Attention, voilà. C'est une feuille de route État par État de ce qu'ils vont faire en matière de climat pour réaliser l'accord de Paris. Si on fait l'addition de ces feuilles de route, ces engagements volontaires, c'est des engagements volontaires, le Niger va faire ça, le Brésil va faire ça. Si on additionne l'ensemble de ces feuilles de route climat d'action volontaire, on arrive à un réchauffement de plus 3 degrés à la fin du siècle. Donc les acteurs non étatiques ont sur leurs épaules le gap, c'est-à-dire 1,5. L'action des acteurs non étatiques doit représenter 1,5 degré pour éviter le réchauffement de 1,5 degré. Voilà. Ouais. Après, on ne désespère pas que les États augmentent aussi leur ambition pour que justement ce gap de 1,5 degré soit aussi comblé par la hausse de l'ambition. On a parlé également de décloisonner entre les différents acteurs, les différents secteurs, décloisonner un peu les actions. On va retourner sur une approche un peu plus sectorielle avec, en ayant l'intervention de Vianney sur le bâtiment justement. Le bâtiment qui représente peut-être un des domaines d'action prioritaires justement pour l'adaptation mais pour la déténuation. Je crois que dans la zone méditerranéenne, on va avoir 40 millions de nouveaux bâtiments d'ici 2030. Donc il y a vraiment des forts enjeux liés à ce secteur. Et tu interviens sur tout ce qui est HQE, je crois, et sur d'autres thématiques également. Tu vas nous faire une petite présentation de ton travail. Merci Stéphane. Guillaume, pardon. Je commence bien. Ok, je vais. Alors, je vais avoir une approche beaucoup plus technique en vous parlant d'une expérience vécue au Maroc. Alors, je me présente, je suis Vianney Lemans, donc responsable d'un bureau d'études depuis 6 ans au Maroc qui est spécialisé dans l'environnement et l'énergie. Dans le domaine du bâtiment, l'architecture. Alors, on a... je vais vous parler d'une expérience de formation pour les acteurs du bâtiment. Alors, le bâtiment est un domaine qui, par rapport au changement climatique, a un impact important. Au Maroc, qui représente 25% des dépenses énergétiques, donc des impacts climatiques. Et ça, c'est juste sur l'usage des bâtiments. Mais si on compte les matériaux, l'industrie des matériaux, donc l'impact de la fabrication des matériaux sur l'énergie, on a beaucoup plus que 25%. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de progrès en agissant sur la façon de construire. Donc, en tant qu'expert énergie-environnement, j'ai été sollicité par l'ADEME et l'ADERE. Donc, c'est les Français, les Marocains par rapport à l'énergie, notamment l'efficacité énergétique. Sur la réglementation marocaine qui est neuve et qui doit être appliquée par les architectes dans les permis de construire. Alors, la problématique est la suivante, c'est qu'au Maroc, on a une explosion des dépenses énergétiques et dans différents domaines, notamment dans le chauffage et la climatisation.
Et donc, en fait, d'autant plus que le nombre de constructions est nouvelle et très forte. Donc, on a un besoin énergétique qui est en train d'exploser. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, du coup, la réglementation thermique de construction au Maroc, qui est un guide technique qui existe déjà depuis longtemps, depuis 2011, qui est finalement sous la forme d'un règlement paru au journal officiel en 2015. En 2015 et qui a été rendu obligatoire en 2015. Okay, obligatoire en 2015, mais je constate qu'il n'y a pas grand monde qui sait qu'il existe. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire. En fait, cette réglementation demande aux architectes de inclure dans les fiches de permis de construire, hein, dans les démarches administratives, une fiche, soit l'annexe 1, soit l'annexe 2. En gros, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut prouver que le bâtiment en conception va générer des dépenses énergétiques qui sont minimales. Et ça dépend des zones climatiques, bien entendu. Il y a 6 zones climatiques au Maroc. Il y a une deuxième annexe qui parle tout simplement d'ajouter des isolations, qui a été un peu fait sur un modèle français, qui est critiquable, mais qui a le mérite d'exister quand même, et qui est appliqué dans certaines opérations au Maroc depuis 2011. En gros, cette réglementation demande de faire un choix de matériaux des matériaux qui ne sont pas forcément que des matériaux isolants. Je pense justement à la terre et à la pierre, qui sont des matériaux traditionnels marocains dont il faut s'occuper. Ils n'ont pas, je dirais, ils sont pas forcément très séduisants ici. Ça revient beaucoup à la mode en France. Mais et pourtant, il y a vraiment des constructions qui ont prouvé qu'elles étaient très, très solides et confortables. Et il faudrait on est actuellement en train d'essayer de prouver pourquoi elles étaient confortables par ordinateur. La maîtrise solaire, bien entendu, est importante et donc elle est prise en compte dans cette réglementation. Et puis, bien entendu, la mesure par ordinateur des besoins projetés. Ce qui a été fait au Maroc, c'est des opérations qui ont bénéficié de subventions énergétiques par l'Europe. Et donc, c'est des bâtiments d'habitation ou des bâtiments de bureaux ou des bâtiments de tourisme. Donc, en quelque sorte, donc dans tout le Maroc, dans toutes les zones climatiques, voici sur un tableau les isolants qui ont été mis en place sur la toiture ou sur les murs. Bien souvent, on a des matériaux qui ne sont pas écologiques, polystyrène, polyuréthane, mais quand même, on a du liège et du chanvre. Alors, l'objet de cette intervention, c'est que moi, personnellement, je pense que si on peut vraiment faire beaucoup de choses en communiquant auprès de tous les acteurs, et notamment en faisant de la formation massive. C'est ce qui a été prévu par le programme, par l'ADERE et l'ADEME. Il existe un réseau qui s'appelle Formabat. Donc c'est des experts comme moi qui ont été formés pour être formateurs de formateurs. Et donc on a un dispositif qui est disponible depuis plus d'1 an et qui est adapté pour aussi bien les ouvriers, les chefs de chantier, les techniciens, ingénieurs, architectes et les maîtres d'ouvrage, les élus, les agents de commune. Il donne lieu à un certificat qui permettrait aux personnes aussi d'être valorisées eux-mêmes dans leur métier. Donc ça, c'est disponible, mais on a du mal à communiquer, à faire savoir ça aux gens. Je reviendrai dessus tout à l'heure, ce sera l'objet de la deuxième partie de l'intervention. Alors, la réglementation thermique de construction du Maroc a eu un boom grâce à l'expérience de Chef Chaouen, qui est en transition énergétique. Donc on a, moi à un moment j'ai formé les agents de commune à Chef Chaouen et il y a des démarches très intéressantes qui s'y passent actuellement. Aussi au niveau des hammams et aussi il y a le premier centre info énergie au Maroc qui a été mis en place récemment avec le GRS. Donc je vais vous parler maintenant vraiment de l'action qui est assez récente qu'on a fait en 2016. C'est les ateliers, ce que j'appelle take-off. C'est comme au surf où ce que j'ai voulu, c'est qu'en 2 jours, les acteurs puissent tout de suite travailler dessus. On arrête les formations sensibilisatoires, on passe à l'action. Donc notamment, comment faire avec cette réglementation et les permis. Donc on s'est baladé
depuis Mdik sur la Méditerranée. On est parti à l'est sur Berkane et puis Figuig, tout près de la frontière algérienne. Ensuite, on est passé à Foumlissen et Agadir, puis on est allé jusqu'à Patarfaya, jusqu'à Laayoune, clin d'œil, pour former les agents communaux et architectes. Alors, pour finir, je vais vous parler d'une des caravanes à Figuig, un endroit magnifique, très peu accessible. Donc c'est une oasis. Donc il y a plusieurs thématiques dont on pourrait parler sur la préservation des oasis. Il y a des choses formidables là-bas, des ressources d'eau. Et je vais vous parler de l'habitat, de la terre crue. Voilà, Figuig se trouve au sud-est, donc encerclé par la frontière algérienne. Et les gens sont admirables, on a été très bien accueillis. On est dans la zone des Rachidia, qui est une zone climatique qui est particulièrement rude. Il peut faire très froid et très chaud. Donc voilà un exemple de construction neuve en cours, 100% en terre crue. Et donc l'atelier c'est un peu ça, c'est qu'on a fait venir un peu toutes les parties. Moi je suis venu, on m'a demandé qui peut participer, j'ai dit un maximum de monde, donc on a demandé une salle un peu plus grande. Je pense qu'il y avait 10 fois plus de personnes que là maintenant. Il y avait des architectes, ingénieurs, agents communaux et aussi des malem, des experts artisans, des entreprises. Et ici on voit sur la photo un malem en terre crue. Donc ils existent encore au Maroc. Malheureusement la filière n'est pas à la mode, il faudrait la relancer. Mais ils ont encore tout dans la tête et ils connaissent les proportions pour travailler sur la terre crue, qui pour moi est un des matériaux beaucoup plus performants pour le Maroc que les isolants dont on parle, qui ont par ailleurs quand même un rôle à jouer. Voici un exemple take-off d'atelier où on a travaillé sur un projet architectural. Et donc sur le plan masse qu'on voit en haut à gauche, l'identification d'un centre commercial qui est donc au rez-de-chaussée des petites boutiques pour les artisans et puis des logements au premier au deuxième dans une forme adaptée avec un patio central. On l'a modélisé sur ordinateur avec un logiciel de simulation thermique dynamique qui tient compte du soleil, de l'humidité, de la température, heure par heure, sur 8760 heures de l'année. Donc on regarde comment fonctionnent les matériaux, comment ils prennent la chaleur, ils se chargent, ils se déchargent. Donc on a établi aussi donc on regarde aussi par rapport au soleil, les brises soleil qu'on peut mettre en place. C'est assez intuitif, on peut s'aider de l'ordinateur aussi en faisant tourner le soleil. Et surtout aussi on établit une stratégie bioclimatique. Alors ce diagramme là est un peu compliqué, mais en quelque sorte on définit, donc vous voyez que c'est bien un diagramme qui a été fait avec Figuig, avec des coordonnées qu'on a été chercher dans un logiciel de météo, qu'on a intégré et on a défini une stratégie qui n'est jamais la même selon le projet là où il est. Ici pour Figuig, effectivement on a mis en valeur qu'il fallait travailler avec de la masse, de l'inertie, des matériaux lourds, comme par hasard les anciens le faisaient déjà. Et aussi avec de la surventilation nocturne pour dégager la chaleur l'été, mais aussi avec un peu d'isolation. C'est ce que dit un peu ce diagramme. Voilà, ça c'est un plan d'étage courant, on voit les logements au premier étage. Ensuite voilà, ça c'est les résultats de l'étude qu'on a faite, mais sur 2 jours. On a défini comment devait être la toiture. Donc ici vous voyez une coupe où on voit les différents matériaux et on s'est fait aider du malem. Il y avait plusieurs malem. Et qu'est-ce que tu mets il parlait en brouette, mais on a défini ce qu'on pouvait prendre comme matériaux. En fait, l'équipe communale, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, voulait 100% matériaux locaux. Donc moi je suis assez militant par rapport à ça. Donc là on s'est dit, on prend du béton à la chaux, donc on parle de béton de terre, béton d'argile de terre, un isolant mais qu'on fabrique avec des éléments de Figuig. Il n'existait pas, c'est pas grave, on va l'inventer. On peut reprendre des palmiers et les découper en petits morceaux et créer un isolant avec je dirais des restes de palmiers. Voici la coupe verticale du mur où on a un mur assez massif adobe en jaune. Et où on a, alors ça c'est si tu peux faire avancer, ça c'est le mur qu'on a choisi parce qu'on regarde par ordinateur, je vous passe les détails, mais on a une isolation quand même extérieure mais qui recouvre un mur très massif en terre crue. Enfin, l'avenir de la BTC c'est une brique de terre crue compressée qui est utilisée en Afrique
de plus en plus. Comme elle est compressée, on peut avoir des murs moins épais, mais qui ont la même, je dirais, le même pouvoir physique. Et il existe des machines même qui fonctionnent au photovoltaïque qu'on peut emmener partout où on veut et où on peut faire ces briques-là partout où on veut. Ça demande effectivement d'étudier bien la terre, de faire les mélanges comme on sait le faire avec le béton de sable classique, mais avec de la terre. Voilà. En ce moment, on est en train de. J'ai proposé aux ordres des architectes nationaux, à tous les centres, cette formation en espérant qu'eux-mêmes diffusent leur savoir-faire dans tout le Maroc. Merci. Merci Vianney. Je pense que tu as souligné plusieurs choses très importantes. Bon, on a vu les opportunités à travers la réglementation thermique. Bon, faudrait effectivement qu'elle soit appliquée, ça serait déjà quelque chose de bien. À travers les matériaux traditionnels également qui sont au niveau thermique qui sont beaucoup plus efficients, qui garantissent des niveaux de confort beaucoup plus adaptés au climat. Et également tu as souligné ce côté formation et valorisation de savoir-faire et donc avec des impacts sur l'emploi. Et là on revient sur ce que tu disais Stéphane au départ. Peut-être on a Nicolas. Bien sûr. J'ai envie de vous faire part d'un projet, enfin d'abord d'une ONG et d'un projet qui illustre un peu le multi-acteur dont je parlais tout à l'heure. Le GERES, la voûte nubienne, ont développé une zone d'activité économique au Mali, à Konsenguela, il me semble, qui est très intéressante, où là on mêle justement, au Mali, hein, où on mêle justement construction durable avec des matériaux locaux. C'est de la terre, je ne suis pas experte du projet, mais véritablement c'est ça, c'est une architecture particulière qui est résiliente au changement climatique, enfin qui s'adapte au changement climatique, la terre qui est utilisée comme matériau principal, et ils ont fait ça en collaboration avec l'autorité locale de Konsenguela, avec des artisans, des petits commerçants de Konsenguela pour que finalement ce soit le plus utile. Et il y a donc une zone d'activité économique qui est née de ça, où on a véritablement là la triangulation entre la collectivité, les acteurs économiques et deux ONG qui ont travaillé main dans la main pour réaliser ce projet-là qui marche très très bien et qui a été d'ailleurs récompensé par Convergence, qui est une association française, voilà, qui va venir intervenir juste après nous sur ce plateau. Merci. Juste une réaction et après on va aller. Vas-y. Je dirais que c'est justement avec le GERES aussi qu'à Chefchaouen, on a commencé à parler des caravanes. Et le GERES fait aussi ce genre le même type d'intervention à Chefchaouen suite à la formation qu'on avait fait. Tout se regroupe. Nicolas, du coup, merci pour ces commentaires et c'est à toi. Bonjour, et toutes mes excuses pour arriver avec un petit peu de retard à cette table ronde extrêmement intéressante. Donc je suis Nicolas Imbert, je dirige l'ONG Green Cross et je remercie d'ailleurs fortement Énergie 2050 d'une part de nous avoir invités, mais surtout pour le dynamisme et la pertinence des projets qui sont présentés sur les différentes tables rondes. Donc je vais tout de suite partager avec vous un projet qui nous tient beaucoup à cœur et que Green Cross a envie justement de développer pour montrer qu'un nouveau type de mise en œuvre est possible avec la coalition marocaine pour l'eau en 2017. Donc il s'agit d'un bidonville qui est à Mohamedia. Et il faut imaginer non seulement un quartier informel, mais des rues qui sont particulièrement insalubres, une école qui est dans un état de délabrement important. Et Mohamedia, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est très proche de Rabat, on est très proche de Casablanca et on est très proche également de la mer et de quartiers touristiques sur lesquels on va arriver à trouver à la fois du tourisme marocain et du tourisme international. Donc on vient de finir les études de cadrage et les études de faisabilité et on s'est rendu compte qu'il était possible, avec le concours de mécènes locaux, avec un projet qui, je suis désolé que ça soit un Français, en l'occurrence moi, qui vienne en parler parce que je suis le seul
français à intervenir comme conseil dans l'équipe projet, mais toute l'équipe est marocaine, structurée autour de Ouriat Aziz Sadek et de l'agence marocaine de l'eau. Et le mode opératoire qu'on a retenu pour ce projet, c'est de commencer par une restructuration de l'école sur laquelle on va construire des latrines, ou sur lequel on va également donc, rénover les salles de classe, mettre en place des énergies renouvelables et de l'agroécologie qui seront un démonstrateur. Et quand je dis on va construire, en fait c'est relativement faux, parce que c'est les habitants du quartier qui vont construire. On est sur un projet sur lequel on va accorder une très très large place à l'autoconstruction. Et par contre, on va accorder une large place à l'autoconstruction tout en motivant les grands noms du bâtiment pour qu'eux soient présents. Ils vont regarder les techniques d'autoconstruction qui vont être pratiquées. Ils vont intervenir en partage de compétences par rapport aux habitants. Des fois, ça sera les groupes qui auront des choses à dire aux habitants. Des fois, ça sera les habitants qui auront des choses à dire aux groupes. Et là, on va se rapprocher de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport aux formations de formateurs. Donc, vraisemblablement, ça veut dire aussi que les groupes du bâtiment vont trouver des employés qui seront les pépites sur lesquelles ils miseront demain pour assurer leur développement. Ils vont aussi apprendre de ces technologies d'agroconstruction. Une partie de ces technologies d'autoconstruction en utilisant des agromatériaux. Je ne sais pas si on retiendra le mot agroconstruction par la suite, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut faire. Et on a également sur le site une zone qui est une zone polluée. Et donc là, sur la zone polluée, on va utiliser des technologies de phytoépuration qui vont être des savoir-faire locaux mis en place. Et peut-être que, comme ça a été signalé dans le projet juste avant, les matériaux qui vont être utilisés de ces technos de phytoépuration, si elles permettent de générer un habitat sain, et j'insiste sur cet aspect d'habitat sain qui est pour nous extrêmement important, pourront être utilisés dans les techniques constructives. Donc de la même manière, on va travailler sur un mix énergétique avec un petit peu de biomasse, avec des principes de torréfaction de biomasse qui seront des principes simples et des technologies qui seront possédées par les habitants du bidonville eux-mêmes, sur des techniques également d'énergie renouvelable beaucoup plus traditionnelles, de solaire thermique et de solaire photovoltaïque, mais en insistant sur le fait que la mise en œuvre et la maintenance se fera par les habitants du quartier. On est en train d'ajuster le modèle économique, mais les habitants du quartier vont être payés pour ceci, et c'est un modèle aussi de passage de l'économie formelle et informelle. Une des questions qui se pose sur un projet comme celui-ci, c'est que vous imaginez bien qu'un bidonville est par définition un quartier qui est au départ informel, que là on va avoir les habitants qui améliorent eux-mêmes la valeur du bâti, qu'ensuite le quartier va devenir de plus en plus agréable. Donc on est en train aussi de regarder le passage de l'économie informelle à l'économie formelle en s'assurant que les habitants qui sont de fait propriétaires de leur foncier et de leur bâti puissent de droit devenir progressivement propriétaires du foncier et du bâti. Ça n'est pas le plus petit des défis. Et ce qui sera en tout cas assuré tout au long de l'étape projet qui va durer de 2017 à 2020 et qui va mobiliser à peu près 4 millions de dirhams par an, 400 000 € pour les Européens, c'est également que ce projet ait un modèle de financement qui soit relativement peu intense en capitaux publics, peu intense en capitaux privés, qui puisse être répliqué dans un certain nombre d'autres bidonvilles. On espère en fait qu'en injectant comme ceci entre 1 million et 4 millions de dirhams publics et 1 million et 4 millions de dirhams privés en une fois, en étant sur un modèle économique de prêt et d'avance remboursable, on arrive comme ça à avoir la vie de 6 000 personnes qui soient changées durablement. L'apprentissage de métiers à travers l'autoconstruction, l'apprentissage aussi de métiers à travers l'agriculture et l'éducation, et le fait de pouvoir travailler au cœur sur la fierté d'appartenance et d'être de ce quartier, puisque aujourd'hui souvent les quartiers sont délaissés et que ce qui est intéressant, c'est de montrer toute la richesse humaine qui se trouve dans ces quartiers. Et c'est là où je voulais en conclure, après vous avoir présenté un projet qui volontairement était très concret et très terrain, c'est qu'on a une richesse humaine formidable autour de la Méditerranée. On a de très très beaux projets qui sont disponibles de partout
autour de la Méditerranée. Par contre, on a souvent un petit peu de mal à faire venir les bons capitaux sur les bons projets et à s'assurer que l'argent soit investi d'une manière suffisamment opérationnelle. Et je sais qu'autour de cette table-là, on a un certain nombre d'ONG et de réseaux à partager cette volonté de faire du concret, peut-être d'avoir relativement peu et de mobiliser relativement peu, mais de faire en sorte que l'argent soit bien investi et de se souvenir que ce qu'on cherche à satisfaire, c'est à la fois la transition écologique de nos économies et le développement humain. Merci Nicolas. Honnêtement, ça a été hyper complet, projet concret, et puis la conclusion était très bonne. Donc, j'ai pas grand chose à ajouter. C'est aussi la vision d'Énergie 2050. Donc, ça participe tout à fait à ce que veut construire ensemble avec Green Cross et avec d'autres. Peut-être si vous avez des commentaires. Je sais pas si on a encore un peu de temps ou on a encore un peu de temps. Si vous avez des questions. Non, t'as pas. Vous voulez travailler ensemble. Bon, bah voilà, c'est un bon début. C'est ça le comité 21 et voilà, donc un peu de pub encore. Non mais c'était excellent, merci. Enfin, faut bien insister sur tous ces aspects également sociaux quand on parle de changement climatique. C'est aussi les sociétés, c'est aussi le développement et notamment des pays du sud de la Méditerranée, mais d'Afrique et des pays du sud en général. Donc il faut vraiment insister sur ces points-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Bon, 45 minutes pour parler du défi de la mise en œuvre à la Méditerranée. Effectivement, c'est un petit peu court. Mais je pense qu'on a fait déjà un beau panel, on a fait déjà de belles interventions, on a donné un peu une perspective globale en ayant des approches sectorielles, en ayant des acteurs de terrain, en ayant une perspective un peu plus économique de développement et en ayant cette approche multisectorielle qui est indispensable pour la mise en œuvre. On peut conclure, je pense, là-dessus. Il y avait une question, je ne sais pas si... Je pense que c'est bon, on va dire. Voilà, si vous voulez faire un. Allez. Il y a une question, ouais. Vous avez une question? Non, passe le micro. Ah, il faut les deux micros. Les deux. On va commencer une contribution. Bonjour, salut à tous. Moi, c'est Ndori Armel. Je viens de la Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement s'est engagé à informer la population. Donc, elle a profité pour mettre en place une plateforme d'information environnementale sur laquelle chaque population pourra venir s'informer au jour le jour, en temps réel, sur tout ce qui se passe au niveau des différentes thématiques de l'environnement, savoir l'énergie, les déchets, santé, environnement, et pouvoir apporter l'information. Parce qu'il y a des endroits tellement reculés qui n'ont pas l'information au niveau environnemental, au niveau des cultures, au niveau de l'agriculture, pouvoir planter faire telle portion de forêt. Il faut avoir les informations au niveau de la température, au niveau de la pluviométrie. Donc la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre cette plateforme en place. Nous sommes à 70% de réalisation. Autour de février, elle sera complètement réalisée pour que tous les acteurs, comme vous l'avez signifié ici, les multi-acteurs vont venir s'engager au niveau de cette plateforme pour pouvoir prendre des décisions en fait de passer dans les deux volets de changement climatique qui sont les atténuations des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation face au changement climatique. Donc c'est d'être beaucoup plus proche des populations, en fait que ces populations puissent être informées en temps réel. Et cette plateforme pourra géoréférencer les différentes informations dans chaque localité et au niveau national. J'aimerais vous remercier de notre contribution dans le changement climatique. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Saïd, je suis de Marrakech. Je suis ingénieur en technologie alimentaire et management de la qualité. J'apprécie beaucoup, je vous félicite pour le travail que vous êtes en train de faire. Je voudrais juste me poser une question, surtout pour la dernière intervention du monsieur, l'association Green Force. Je voudrais juste... Bon, Green Force, peut-être. Ouais.
alternative, une deuxième alternative. Oui. Je voudrais, par votre intervention dans le bidonville de Mohammedia, je veux savoir comment vous avez pu intervenir, surtout que vous l'avez dit, c'est de l'informel. Comment vous avez pu gérer ça, surtout avec les autorités locales, surtout que ça reste toujours dans l'informel, en mettant la question, est-ce que vous aidez est-ce que les autorités locales ne vous ont pas posé la question, grâce à votre intervention qui est déjà noble, mais à encourager les bidonvilles? Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre en 1 minute 30 ou en 2 minutes, mais c'est la vraie question. C'est-à-dire que ce projet, c'est en fait les habitants localement qui sont venus voir la coalition marocaine pour l'eau et qui sont revenus en disant on a un souci, ça ne peut plus durer ainsi, et surtout on a un certain nombre d'idées et on a des gens qui sont les chefs de projet de demain. Par rapport à la question du passage du formel à l'informel au formel, lapsus, déjà je note et je vous remercie cette idée de la Green Force, et peut-être qu'on s'en souviendra quand il sera temps de changer de nom, mais on a besoin effectivement d'unir toutes les forces, et vous avez complètement raison. Si on avait une logique où les plans d'urbanisme étaient structurés et suivis, on pourrait intégrer très facilement le passage de l'informel au formel dans un plan d'urbanisme. Et d'ailleurs, c'est l'approche qu'on recommande le plus souvent. Ensuite, l'une des spécificités de l'habitat informel, en particulier au Maroc, c'est quand même que très souvent, ils payent une taxe pour l'assainissement en n'ayant aucun service d'assainissement. Donc, une clé d'entrée, c'est d'aller travailler avec ceux qui sont censés fournir les services d'assainissement pour aller voir comment il est possible, d'une part, d'être aidé pour fournir le service d'assainissement qui est peu ou mal assuré et sur lequel l'opérateur qui est censé l'assurer souvent ne rentre pas dans le bidonville, et à partir de ceci, se dire qu'on doit passer sur une logique, j'allais dire, de négociation heureuse. La difficulté, c'est effectivement que cette négociation doit se poursuivre sur un plan administratif et politique, que le temps de l'administratif est un temps très long, et le temps du politique est contraint par la continuité de la prise de décision. Donc malheureusement, on n'a pas toutes les clés par rapport à ceci. Par contre, je pense qu'en mettant carte sur table dès le début et en étant complètement transparent sur le processus de prise de décision et sur le fait que le processus de prise de décision doit lui-même être formel et qu'il ne doit pas y avoir d'agenda caché, on arrive à faire quelque chose. Notre partenaire, la coalition marocaine pour l'eau, est arrivé à assurer ce passage de l'informel au formel sur un projet précédent. On a bon espoir, mais c'est aussi l'occasion pour nous de réaffirmer au nom des sociétés civiles que les pratiques ont changé et que ce passage de l'informel au formel, on doit être capable d'en parler de manière transparente à chaque citoyen qui le demande, à la fois dans le bidonville lui-même et dans les quartiers avoisinants. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur de Côte d'Ivoire, j'ai pas retenu votre prénom. La formation, c'est essentiel, ça commence par là. La sensibilisation, en tout cas le comité 21 qui a été créé en 95 a une première décennie, on va dire de 95 à 2005, qui a été vraiment axée sur la sensibilisation, faire connaître les stratégies de développement durable aux entreprises, aux collectivités territoriales, avant qu'infuser finalement tout ça. Je voulais rajouter aussi une dernière chose. Le comité 21 et le Club France Développement Durable, dans le cadre de la préparation de la COP 21 à Paris, qui a été un grand rendez-vous pour la société civile française, pour les sociétés civiles aussi du monde entier, on a créé un outil qui va au-delà de l'information, qui est une plateforme de solutions, qui s'appelle le Hub des solutions climat, et qui référencie aujourd'hui plus de 800 solutions climat. C'est un hub mondial, tout le monde, hein, qu'on soit une ONG brésilienne, une entreprise
chinoise ou un gouvernement d'une île du Pacifique, on peut tous déposer une solution sur ce hub de solutions climat de façon gratuite. Et à l'heure actuelle, on a plus de 800 solutions qui sont référencées et qui sont catégorisées dans différents domaines, que ce soit l'adaptation, que ce soit le financement, que ce soit habiter durablement, que ce soit se divertir durablement, s'alimenter durablement. Et donc je vous invite à aller consulter cette plateforme, à l'alimenter aussi, à la faire connaître en Côte d'Ivoire, parce que c'est pas une plateforme qui a vocation à mourir après la COP21. Justement, c'est puisqu'on a devant nous le défi de la mise en œuvre, qu'il faut qu'elle soit une source d'inspiration, cette plateforme, pour tous les acteurs, quels qu'ils soient, et quelques zones géographiques que ce soit. Voilà, merci. Merci. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Peut-être un mot de conclusion. Un petit mot de conclusion pour dire que, peut-être pour rebondir sur le mot transition, qu'on a un peu oublié dans la deuxième partie de cet exposé, et sur la façon avec laquelle on travaille sur la prospective à Énergie 2050, parce que bon, là on voit que maintenant la mise en œuvre a démarré, c'est clair, quoi. Mais quand on écoute les débats dans d'autres forums qu'ici, on entend encore largement qu'il faut donner aux décideurs politiques des éléments d'ordre économique pour continuer à leur démontrer qu'il y a une rationalité économique derrière tout ce qui est proposé ici. Alors on pouvait faire ça, cette démarche pour informer le décideur, pour le convaincre, on peut faire ça sur la base de modèles très théoriques où on déduit des bénéfices d'un certain nombre d'orientations générales qui sont données à l'économie, mais on peut aussi le faire en partant de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et évidemment, quand on part de ce qui se passe sur le terrain, on est beaucoup plus crédible, y compris auprès des décideurs politiques, et en plus on est compris par la société civile. Donc du coup là, on a une force de frappe plus, je pense une force de frappe plus importante, ou en tous les cas une écoute et une compréhension plus importante. Et l'élément sur lequel je voulais venir plus précisément, c'est celui sur le bâtiment et l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Il y a en 2005, j'avais participé à un rapport du Plan Bleu qui montrait que pour la question de l'énergie et de l'efficacité énergétique, un des domaines qui était le plus prometteur, c'est celui de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. La législation, la réglementation thermique dans le bâtiment au Maroc, pour la définir déjà et ensuite pour la faire passer, ça prend 10 ans, au bas mot. Aujourd'hui, ensuite, il y a la phase bien sûr de continuer à sensibiliser les acteurs et ensuite il y a la phase de l'action, quoi, du take-off. Donc là, on est sur des périodes de temps relativement longue, hein, parce que c'est souvent ça qui quand on fait de la prospective, le pas de temps de la transition est toujours une question qui revient, quoi. Et comment on le définit, ce pas de temps, quoi. Et les gens pensent que parfois ça peut être très rapide, ça peut se faire comme ça. Non, on est dans des changements hyper profonds. Donc le pas de temps, c'est celui-ci, c'est 10 ans pour une réglementation qui commence à être appliquée, et puis peut-être encore 10 ans pour une réglementation qui imprègne les gens avant que ça devienne une routine définitive au sein du système. Merci. Je pense, par rapport au bâtiment, je rejoins votre point de vue vécu au Maroc. Donc on essaie quand même d'accélérer le mouvement, quoi. Et ça passe par l'information, vraiment l'échange avec multi-acteurs, je crois que c'est très très important. Merci, là je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci également pour les réflexions des participants. Je vous invite à suivre les prochaines échéances ici au comité 21, parce que je crois qu'il y a Énergie 2050 va encore participer à certaines de ces interventions. Et voilà, et bien sûr le souhait c'est qu'on puisse tous participer à la mise en œuvre de cette transition en Méditerranée. Merci à vous.